Qui sait? Peut-être qu'un jour je serai le nouveau Usain Bolt. Je rêve de devenir un grand athlète et de participer aux Jeux olympiques. Il était une fois un roi dans le royaume de Siam, qui est aujourd'hui la Thaïlande. Il demanda à ses vassaux de lui apporter un éléphant blanc, animal rare et sacré. Il ne pouvait pas être utilisé pour le travail et il fallait le nourrir et le toiletter à la pompe. Le roi offrit alors l'éléphant blanc à ses ennemis. Malheureusement, l'entretien de cet animal coûtait tellement cher qu'il menait à la ruine les ennemis du roi Siam, même ceux les plus fortunés. L'éléphant blanc était donc un cadeau empoisonné qui conduisait à la ruine et à la catastrophe. Le roi de Siam, c'est le CIO, c'est indéniable. En 1997, le président du Comité international olympique, Juan Antonio Samaranch, fait l'annonce suivante. The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens. Athènes, 12 ans après les Jeux. Le vélodrome qui tombe aujourd'hui en ruine est un des nombreux éléphants blancs que les Jeux olympiques ont laissés derrière eux. Il coûte trop cher à entretenir. Partout, les sites olympiques se délabrent. La crise économique et, à présent, celle des migrants ont conduit Athènes à la ruine. Hockey, baseball, réfugiés. Quelques installations sportives ont trouvé temporairement une nouvelle affectation. Elles servent d'hébergement pour les réfugiés. Pourtant, 2004 a été un véritable rêve pour la Grèce. Après avoir remporté le championnat d'Europe de football, elle a organisé au prix d'un immense effort la 28e Olympiade, offrant ainsi aux Jeux olympiques un retour aux sources. Mais le rêve a tourné au cauchemar, y compris pour les athlètes grecs de haut niveau. À l'heure actuelle, ils se préparent tant bien que mal pour les Jeux de Rio de Janeiro. C'est tout de même inadmissible. Nous, les athlètes qui allons à Rio, nous ne pouvons même pas utiliser les équipements olympiques d'Athènes. C'est inacceptable. La piscine olympique, financée avec de l'argent public, est l'exemple même d'un éléphant blanc. Comme les nageurs de compétition ne peuvent pas s'y entraîner pour préparer Rio, ils doivent se rabattre sur la piscine d'un club sportif du Pirée. Kelly Araouzou, 25 ans, fait partie de la sélection grecque pour les Jeux de Rio, qui auront lieu du 5 au 21 août. Elle participera à l'épreuve du 10 km en eau libre. On est 50 à nager en même temps dans 5 lignes d'eau. On s'entraîne avec les membres du club. C'est très difficile. On a du mal à se concentrer sur nos propres objectifs d'entraînement. Son entraîneur ne comprend pas non plus pourquoi les installations olympiques ne sont pas mises à la disposition des athlètes. D'autant qu'ils n'ont le droit de s'entraîner ici que 2 heures au lieu de 3. C'est une défaillance de l'administration, du gouvernement, du ministère des Sports. Il y a tellement de gens impliqués.
C'est je ne sais quelle commission qui a décidé ça. Pour chaque installation, la situation est différente et il y a des problèmes spécifiques. Chacune fonctionne selon des modalités particulières. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Mais on a une telle énergie en nous. Ça nous aide beaucoup à atteindre pas mal d'objectifs, malgré ces conditions difficiles. Dans la sélection grecque, il y a les 5 meilleurs sportifs du pays, notamment Spyros Gianniotis, Nikoleta Kyriakopoulou, Eleftherios Petronias. Tous ces athlètes s'entraînent dans des conditions pénibles. Et aucun de nous n'a accès au centre olympique. Nikoleta Kyriakopoulou est l'une des 5 meilleures perchistes du monde. Elle compte bien décrocher une médaille pour la Grèce à Rio. Voici une vidéo qu'elle a postée sur Facebook. La salle d'entraînement qu'elle a filmée avec son portable par un jour de forte pluie est en piteux état. Πολύ ωραίες συνθήκες προπόνησης, θαυμάσια. Τώρα μετατρέπεται και σε υγρό στίβο. Μπορούν να έρθουν και οι κολυμβητές παρέα μας. Πάρα πολύ ωραία οικονομία και στις πισίνες. Φυσικό νεράκι. La salle d'entraînement est-elle ouverte ou fermée aujourd'hui? Les sportifs courent toujours le risque de trouver porte close. Ceux qui veulent se préparer sérieusement aux JO n'ont d'autre choix que d'aller s'entraîner à l'étranger pour fuir le chaos qui règne dans leur pays. On se retrouve en concurrence avec des sportifs qui viennent des États-Unis, d'Italie, de France, d'Allemagne. Eux, ils s'entraînent dans des conditions excellentes. Pour aller à ces séances de musculation et de kinésithérapie, Kelly Araouzou doit traverser la ville. Alors que sur le site olympique de natation, tout est regroupé en un seul et même lieu. Malgré tout, les athlètes grecs restent positifs. Ils affichent même clairement leur détermination, comme dans ce spot publicitaire d'un de leurs sponsors. Δεν μας επηρεάζουν οι συνθήκες. Είμαστε ανώτεροι των περιστάσεων. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα μας. Le président du comité olympique grec résume d'une phrase cette situation désastreuse. Rien n'était prévu pour l'après-JO. Son bureau surplombe le centre olympique construit pour les Jeux de 2004. Derrière lui, le stade. Contrairement aux autres infrastructures, il est bien entretenu et accueille régulièrement des matchs de football. Il n'est pas la propriété de l'État mais du comité olympique qui s'en occupe volontiers car le football rapporte de l'argent. Tout le reste est à la charge du contribuable. Malheureusement, ces infrastructures permanentes coûtent très cher à entretenir. Certaines ne sont plus utilisées aujourd'hui, ce qui crée des problèmes pour certains sports. Dans un petit pays comme la Grèce, on ne peut pas promouvoir toutes les disciplines inscrites au programme olympique. Un constat qui arrive un peu tard. C'est aussi l'avis de Kostas Bakouris, ancien président du comité d'organisation des JO de 2004. Certes, la Grèce est le berceau des Jeux antiques et elle a accueilli les premiers Jeux de l'ère moderne. Mais l'idéal olympique a depuis longtemps cédé le pas aux impératifs économiques. Plus l'événement est de taille, plus le CIO et ses fédérations encaissent des sommes importantes en billets d'entrée et en droits de retransmission télévisée. Le comité olympique détient les droits relatifs aux Jeux. Les organisateurs veulent que tous les 4 ans, les Jeux soient une réussite, pour pouvoir dire que c'était les meilleurs Jeux de tous les temps. Et la fois d'après, ils redisent la même chose. On a sans doute construit des équipements trop grands. À mon époque, on s'est battu pour qu'ils soient plus petits. Il y avait entre 15 et 20 000 places, alors que 5 000 auraient suffi. Mais les fédérations se sont plaintes. Elles voulaient avoir les meilleurs sites de compétition.
La pression venait des fédérations. Si au départ, on n'a pas les infrastructures, c'est très difficile d'organiser les Jeux olympiques. Dans un pays comme la Grèce, qui n'est pas très peuplé, ce n'est pas évident de rassembler un demi-million de personnes chaque jour dans les différents stades. Je pense qu'à l'avenir, seules les grandes métropoles pourront organiser les Jeux. Outre Rio de Janeiro, Chicago, Madrid et Tokyo étaient aussi candidates à l'organisation des Jeux d'été de 2016. En 2009, ils ont été attribués à Rio de Janeiro. Le problème fondamental est l'existence d'une organisation bénéficiant d'un monopole international qui vend un très bon produit très populaire, les Jeux olympiques. Cette organisation, c'est bien sûr le CIO. Tous les 4 ans, le CIO fait le tour de différentes villes dans le monde entier pour les inciter à entrer en compétition et à prouver qu'elles sont les plus à même d'organiser d'excellents Jeux. Les villes rivalisent entre elles dans une sorte de grande vente aux enchères organisée par le CIO. Dans ce type de situation, elles n'ont pas d'influence véritable. Et il se produit alors un phénomène appelé la malédiction du vainqueur. En 2009, le Brésil est en liesse à l'annonce du cadeau qui lui est fait. Le pays semble plus florissant que jamais. Les recettes pétrolières affluent et le niveau de vie s'élève. Grâce à la politique menée par le président Lula da Silva, quelques 40 millions de personnes jusque-là démunies accèdent à la classe moyenne. Rio de Janeiro 2016. La construction du centre olympique est censée atténuer la terrible crise économique qui frappe le pays. La pire récession depuis 1985. L'activité économique s'est contractée. Le réal s'est effondré par rapport au dollar et l'inflation atteint 10%. Rio n'a plus d'argent pour les Jeux olympiques. Pour couronner le tout, une crise politique paralyse aussi le pays. Mais les contrats ont été signés depuis longtemps, à l'issue d'âpres négociations avec les fédérations sportives et le CIO. Comme Athènes, Rio se retrouve confronté à la malédiction du vainqueur. L'État fédéral, le gouvernement local et la ville de Rio de Janeiro ont négocié durement avec le CIO pour qu'il revoie ses exigences à la baisse. Nous en avons refusé beaucoup. Les négociations nous ont donné du fil à retordre. Si nous avions accepté sans discuter tout ce qu'on nous demandait initialement, les Jeux auraient coûté 2 fois plus cher. Le Brésil a-t-il tiré des leçons de la Coupe du Monde de 2014 pour organiser les Jeux Olympiques de 2016 ? Avec un coût global de 8,5 milliards d'euros, ce mondial a été le plus cher de toute l'histoire du football. Par comparaison, il a coûté le triple du mondial organisé en Allemagne en 2006 et laissé plusieurs éléphants blancs dans le pays. Manaus est une métropole au cœur de la jungle amazonienne. Le stade Arena da Amazônia, construit pour le mondial de 2014, semblait superflu dès le départ. Aujourd'hui, le bilan est désastreux. En un an, ce stade d'un coût total de 200 millions d'euros n'a accueilli que quelques concerts et matchs de football. Les recettes engrangées ont permis de rembourser seulement 2 mois de frais de maintenance. Selon des estimations officieuses, cette arène prestigieuse coûte aux contribuables 2,5 millions d'euros par mois d'intérêts et de frais de remboursement. Parmi les 12 stades qui ont accueilli les matchs du mondial, ceux de Brasilia et de Curitiba sont d'autres exemples de gaspillage d'argent public. 2 ans à peine après la Coupe du Monde, les organisateurs vantent toujours les avantages que les Jeux de 2016 sont censés offrir à Rio et au Brésil. L'objectif principal est d'intégrer ces 2 grands événements sportifs dans le cadre d'un projet national de développement du Brésil. À la différence de l'Angleterre, par exemple, nous devons en parallèle organiser les Jeux et investir dans les infrastructures dont le pays a besoin. Cet investissement est accéléré par les grands événements comme la Coupe du Monde de 2014 et maintenant les Jeux de 2016. Rio de Janeiro s'étend en bordure de l'Atlantique dans la baie de Guanabara.
Les différents quartiers de la ville sont disséminés sur les célèbres collines de granit appelées Moros. Dans cette mégalopole de 12 millions d'habitants, la circulation est problématique. Le trajet qui mène du quartier du centre aux célèbres plages d'Ipanema et de Copacabana est un vrai parcours du combattant à travers un dédale de rues engorgées. Il a fallu 40 ans pour construire les 40 km du réseau de métro à Rio. Mais à présent, tout s'accélère pour terminer les travaux à temps pour les Jeux. Le réseau de métro a été étendu et 4 lignes de bus express ont été créées pour relier le centre de Rio au parc olympique, distant de 44 km, ainsi qu'à l'aéroport. Ce vaste chantier s'inscrit dans un modèle économique implacable et très structuré. Le parc olympique est situé près de Barra da Tijuca, dans la zone sud-ouest de la ville. Le projet urbanistique consiste à valoriser ce quartier pour en faire un lieu de résidence et de travail destiné aux élites. Qui en bénéficie? Les entreprises du bâtiment. Le nombre des contrats est monté en flèche, pas seulement pour la construction d'équipements sportifs, mais aussi pour les infrastructures liées au transport, à la communication et à la sécurité. Il y a beaucoup d'argent en jeu. On parle de budget de 10-20 milliards de dollars, voire plus. Carlos Carvalho, magnat de l'immobilier, est l'un des hommes d'affaires qui profitent de l'effet Jeux olympiques. Il a participé au financement du village olympique qui compte 31 gratte-ciel. Après les Jeux, ils seront transformés en appartements de luxe. Ce projet fait partie d'un vaste plan d'aménagement. À Barra da Tijuca, quartier chic en pleine expansion, vivent aussi d'anciennes stars du ballon rond comme Ronaldo et Romario dans des résidences privées et surveillées, ainsi que des hommes politiques, des banquiers et des stars du show business. Quant à ceux qui font tâche dans ce quartier huppé, ils sont mis de côté. Je veux rester et une trentaine d'autres familles aussi. C'est notre droit. Voici tout ce qui reste de la favela Villa Autodromo. Le quartier a été presque entièrement rasé. Seule une vingtaine de maisons sont encore debout. On estime que 250 000 Brésiliens ont été victimes d'expulsions pour la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. À cet endroit, un hôtel 5 étoiles est sorti de terre. Si j'ai le droit d'habiter ici et que ça ne perturbe pas les Jeux, pourquoi est-ce que je devrais partir? Je veux rester parce que je suis heureuse dans ce quartier. Maria da Penha et sa famille se battent depuis 3 ans. De nombreux Brésiliens ont refusé les maigres indemnisations qu'on leur proposait et ont finalement été expulsés. L'important, ce n'est pas l'argent, mais nos droits. Si j'ai le droit de vivre ici pendant 99 ans, pourquoi est-ce que je partirais? Ils ont démoli ma maison le 8 mars, la journée de la femme. Tôt le matin, plein de policiers sont arrivés. Quand la justice a donné l'ordre d'expulsion, j'ai eu très peu de temps. J'ai dû emporter toutes mes affaires en catastrophe. On a tout jeté à la va-vite dans des caisses et on les a apportées ici. En ce moment, on fait la cuisine et on dort chez des voisins. Ici, dans la chapelle, ce n'est pas possible. Vous n'imaginez pas ce que c'est d'être expulsé de chez soi. C'est une blessure pour l'âme. Et il faut être très fort pour continuer à aller de l'avant. Des professeurs et des étudiants de l'université de Rio de Janeiro soutiennent le combat de Maria da Penha en lui apportant une assistance juridique. Gisèle Garnaca est urbaniste. Elle examine le plan d'aménagement d'un nouveau quartier prévu par la ville pour reloger les familles de Villa Autodromo. Mais pourquoi ce plan arrive-t-il seulement maintenant? Il y a de quoi être méfiant. Le projet d'urbanisme porte un nom qui en dit long, Île Pure.
Les loyers y seront 2 fois plus élevés que dans les plus beaux quartiers de Rio. Le promoteur, Carlos Carvalho, entend créer un quartier d'élite où règne le bon goût. À l'évidence, la communauté de Villa Autodromo détonnerait dans cet environnement luxueux. À l'heure actuelle, des soupçons de clientélisme, de pots de vin et de corruption pèsent sur le projet. Des enquêtes sont en cours. L'époux de Maria, Luis Silva, est professeur de sport. Il peine à comprendre pourquoi sa famille fait les frais du plus grand événement sportif du pays. Ma maison était là-bas, derrière la palissade, là où il y a le camion blanc. Avant, la palissade était plus loin. Il resserre l'étau petit à petit. C'est la tactique des pouvoirs publics pour opprimer et expulser les habitants. Le courrier n'est plus distribué, les ordures ménagères ne sont plus ramassées, alors que c'est un service public. Les ouvriers abîment les canalisations d'eau pendant les travaux et après, ils les laissent comme ça, dans les canaux des égouts. Ce n'est pas le sport qui entraîne cette tragédie dans ma vie, mais ce qui se cache derrière. C'est-à-dire la spéculation immobilière, tous ces marchandages autour des immeubles de luxe qui vont se construire après les Jeux Olympiques. Ce n'est plus un secret pour personne. Le sport, c'est un prétexte pour commettre des infractions à la loi. Les Jeux servent simplement à satisfaire des intérêts privés. Athènes est bien placée pour le savoir. Il est vrai qu'avec les Jeux de 2004, la ville s'est dotée d'infrastructures qui étaient attendues depuis longtemps. Un nouvel aéroport, un métro moderne, une autoroute pour gagner l'aéroport, qui sert aussi de rocade. Mais les Jeux ont aussi servi de prétexte pour escroquer l'État. Par exemple, en raison du retard pris par les travaux, le kilomètre d'autoroute a été facturé le triple du prix estimé au départ. Le groupe Latsis, dirigé par le milliardaire Spyros Latsis, s'est taillé une belle part du gâteau en achetant à bas prix le centre de presse des Jeux Olympiques. Il en a fait le centre commercial le plus luxueux de la ville. Lambda Development, un groupe immobilier contrôlé par Latsis, a aussi fait l'acquisition du site de l'ancien aéroport d'Athènes, où se trouvent d'ailleurs quelques éléphants blancs datant des Jeux de 2004. Le terrain, grand comme 3 fois Monaco et bénéficiant d'un littoral de 3,5 km, a été acheté par Lambda Development pour un peu moins d'1 milliard d'euros. Sa valeur réelle est beaucoup plus élevée. Sous la pression de ses créanciers, la Grèce brade toutes les infrastructures susceptibles de lui rapporter rapidement de l'argent. En lieu et place de l'essor économique promis, le pays liquide ses actifs. La création d'un quartier moderne est actuellement à l'étude ici. Immeubles de luxe, marina, centre médical international, terrain de golf. Le volume des investissements prévus s'élève à 7 milliards d'euros. Les bénéfices escomptés sont bien sûr nettement supérieurs. Les Jeux de 2004 comptent encore de nombreuses zones d'ombre. Notamment la question du système de sécurité mis en place pour les Jeux. Un journaliste d'investigation grec a mené une enquête qui a permis d'en savoir plus sur la question. Il estime qu'à l'époque, le gouvernement grec a été pris en otage. La sécurité des Jeux Olympiques est le plus grand des éléphants blancs. Pour que les Jeux puissent avoir lieu et que les équipes les plus importantes viennent à Athènes, celles des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Israël, il a fallu qu'Athènes paie une sorte de rançon qui se chiffrait à 1 milliard d'euros. Cette somme a donc été versée à des sociétés américaines, israéliennes et allemandes. Soi-disant pour mettre en place le système de sécurité pendant les Jeux. Mais après coup, rares sont les équipements qui ont continué à servir. Aujourd'hui, la plupart des caméras ne fonctionnent plus.
Et le centre où convergeaient toutes les informations des différents sites de compétition est aussi hors d'usage. C'était un projet pharaonique, censé pouvoir être réutilisé. Mais aujourd'hui, presque plus rien ne fonctionne. Il est bien possible que les donneurs d'ordre et les entrepreneurs aient touché des pots de vin dans le cadre de ce projet. Je ne saurais dire à combien s'élèvent les dessous de table. Mais dans l'affaire du blanchiment d'argent sale concernant la société Siemens, le programme de sécurité des Jeux Olympiques d'Athènes est évoqué à plusieurs reprises. Tout comme des pots de vin de dizaines de millions d'euros. Difficile de savoir si cet argent a vraiment été versé. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Il est sorti des caisses de Siemens. Il se peut que des salariés de Siemens en aient conservé une partie. Autre probable gagnant dans cette affaire, les responsables des compagnies d'assurance. Comme il faut assurer les constructions, il y a de l'argent à se faire. Les banquiers qui lancent les emprunts pour le financement peuvent aussi empocher de l'argent, tout comme les avocats qui travaillent pour eux. Au cours des 40 dernières années, quel a été le coût réel des Jeux Olympiques par rapport aux estimations? Montréal, 1976. La facture a été multipliée par 5 par rapport au budget initial. Les contribuables canadiens ont dû rembourser la différence pendant 30 ans. Sydney en 2000. Estimation 2,8 milliards d'euros, coût réel 5,4 milliards. Athènes 2004. Estimation 5,3 milliards, coût réel plus de 11 milliards. Pékin 2008. Estimation 2,6 milliards, coût réel 32 milliards. Sochi, Jeux d'hiver 2014, coût global 50,8 milliards d'euros, soit plus que l'ensemble des Jeux d'hiver de toute l'histoire. Rio 2016, pour l'instant le budget est de 8,7 milliards d'euros. Mais qu'en sera-t-il réellement? Les Jeux de Barcelone en 1992 ont été juste à l'équilibre. Seuls ceux de Los Angeles en 1984 ont enregistré des bénéfices à hauteur de 200 millions de dollars. À Los Angeles, les circonstances étaient particulières. En fait, personne d'autre n'a voulu organiser les Jeux cette année-là. Quand Mexico les avait organisés en 1968, 200 étudiants qui manifestaient avaient été tués. Es gab über 300 Tote. Das klingt unglaublich, aber so war es. Die Leichen wurden auf Armeelastwagen abtransportiert und heimlich begraben. Die Angehörigen sind bis heute ohne Nachricht. Ziel der Operation: durch Abschreckung den Frieden der Olympiade zu garantieren. Quand Munich a accueilli les Jeux en 1972, il y a eu un attentat contre les Israéliens. Ça n'a pas été bon pour l'image des JO. Die Lage ist nach wie vor gespannt. Seit dem Ablauf des Ultimatums um 17 Uhr hat sich nichts verändert. Kriminalbeamten verkleidet in Trainingsanzügen mit Panzerwesten und Maschinenpistolen sind auf Balkons und auf Dächern in Stellung gegangen. Und sie bewachen den Komplex, in dem die arabischen Terroristen die israelischen Sportler gefangen halten. Personne ne voulait organiser les Jeux. À Los Angeles, le comité, sous la direction de Peter Uveros, a dit au CIO: « Nous sommes d'accord pour le faire, mais à 2 conditions. Primo, nous ne voulons pas apporter de soutien financier. S'il y a un dépassement budgétaire, il sera à votre charge. » Le CIO n'avait pas le choix, il a dit oui. Deuxièmement, le comité a souligné que la ville de Los Angeles avait organisé les Jeux en 1932 et qu'elle était disposée à les accueillir à nouveau si on la laissait réutiliser les infrastructures de l'époque. Du coup, ils n'ont eu pour ainsi dire rien à construire. Outre Paris, 3 autres villes sont en lice pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Los Angeles, Budapest et Rome. Pour l'heure, la situation économique et sociale est préoccupante en France. Meurtri par une série d'attentats, confronté à la montée du Front National, le pays connaît une période particulièrement agitée avec les manifestations successives contre l'adoption de la loi travail. Un bras de fer s'est engagé entre les syndicats
et le gouvernement. Quoi qu'il en soit, Paris compte bien décrocher l'organisation des Jeux. Une grande fête a déjà marqué sa candidature. La maire de Paris, Anne Hidalgo, envoie les sportifs en première ligne. Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë-kayak, est coprésident du comité de candidature. Il est aussi membre du CIO. La force d'un rêve, tel est le slogan de la campagne pour Paris. Pour moi, le rêve est un formidable moteur, une source d'énergie inépuisable. Le rêve a une force extraordinaire. De quoi rêve la capitale au juste? Les Jeux sont-ils censés résoudre tous les problèmes? La force d'un rêve. D'abord, on va proposer aux athlètes le meilleur de Paris. L'adjoint en charge des sports met en avant lui aussi le slogan de la campagne. Par exemple, la Tour Eiffel, Les sites olympiques seront regroupés au cœur de Paris, ainsi que dans la banlieue de Saint-Denis. La piscine, le centre aquatique. La conviction fondamentale de la maire de Paris, c'est que l'avenir de Paris se situe probablement ici, à Saint-Denis. Parce que vous avez de la jeunesse, vous avez de l'énergie, vous avez des inspirations et des influences du monde entier. La Seine-Saint-Denis est un territoire de migration et ça nous apporte une énergie, une diversité, une variété qui est extrêmement intéressante. 120 nationalités cohabitent en Seine-Saint-Denis, où 40% de la population a moins de 30 ans. Ce département est à la fois le plus jeune et le plus pauvre de France métropolitaine. Le taux de chômage y est très élevé et les investissements y font cruellement défaut. Mathieu Hanotin, le député socialiste de Seine-Saint-Denis, œuvre activement au développement de son département et à l'amélioration du quotidien de ses administrés. Ça va bien ? L'organisation des Jeux Olympiques pourrait aussi être un tremplin pour sa carrière. Il est en effet prévu que le parc olympique soit implanté près du Stade de France, dans le quartier de la Plaine Saint-Denis. C'est l'autre piscine qui sera la piscine principale qui va être construite, c'est le village olympique des athlètes. Et puis de l'autre côté, là derrière cette si belle forêt qui est le 300 hectares du parc Georges Valbon, on a les autres épreuves qui vont se dérouler, le village des médias. Voilà, donc on a une sorte de continuum sportif qui va de l'aéroport du Bourget jusqu'à Pleyel et jusqu'à la Seine. La situation actuelle en Seine-Saint-Denis est le résultat des échecs de la politique d'immigration menée au cours des dernières décennies. Après l'époque des propos musclés tenus par Nicolas Sarkozy au sujet des banlieues en 2005, le Karcher, François Hollande a promis l'apaisement. Le département aurait besoin de 100 000 logements sociaux. Mais le secteur du bâtiment est en déclin. En l'espace de 20 ans, la dette publique de la France a doublé. Près d'un Français sur 5 en âge de travailler est au chômage ou en sous-emploi. Les Jeux Olympiques, même s'ils n'ont pas d'effet direct, il y en aura sur l'emploi, sur des équipements publics qui seront construits, mais c'est avant tout un effet catalyseur pour nous permettre de vraiment changer l'image de notre département, de le changer positivement. Les attentats de Paris qui ont fait 130 morts ont traumatisé tout le pays. Les abords du Stade de France comptent parmi les 5 sites qui ont été visés à l'occasion d'un match amical entre la France et l'Allemagne. L'organisateur de ces attentats a été tué quelques jours plus tard au cours de l'assaut donné par les forces de l'ordre à Saint-Denis. Depuis, les militaires sont omniprésents, notamment près des écoles. Les événements de novembre 2015 n'ont fait qu'accentuer la mauvaise image dont souffrait déjà Saint-Denis. Pour les habitants, les Jeux Olympiques ne régleront pas les problèmes de fond. Non, les Jeux Olympiques, ça ne changera absolument rien. Ça peut même renforcer, en fait. Au contraire, c'est souvent des projets pharaoniques comme ça, où on va mettre des milliards et des milliards, et à côté, on voit la situation de certains quartiers. C'est pas acceptable, en fait, même. Mais ça peut même être scandaleux, en fait. Je veux bien être sur la même analyse, c'est que les gens sont a priori peuvent être complètement réticents aux Jeux Olympiques. D'une, parce qu'ils ne vont pas y participer, que eux, le mouvement sportif, ça leur parle pas parce que la licence pour aller dans un club, elle leur coûte très cher, trop cher déjà, donc ils ne peuvent même pas eux-mêmes participer. En plus, on leur demande de payer avec les impôts des installations auxquelles ils ne participeront pas. Il y a des bulles immobilières qui se font et donc ça fait monter les loyers et le prix du logement, donc eux, ils sont obligés de s'éloigner de Paris.
À l'issue d'une réforme scolaire, l'évaluation du sport serait supprimée du brevet des collèges. À Saint-Denis, seul 1 jeune sur 2 sait nager, faute d'un nombre suffisant de piscines publiques. À la plaine Saint-Denis se dresse un autre éléphant blanc. Le Stade de France, où les Bleus ont été sacrés champions du monde en 1998. Avec ses 80 000 places assises, c'est l'un des plus grands stades d'Europe. Il appartient au groupe Bouygues Construction. Le Stade de France est déjà un éléphant blanc. Il n'y aura pas besoin de le construire. On n'arrive pas à rentabiliser ou tout simplement même à couvrir les coûts. Et donc la situation actuelle, c'est le Stade de France est déficitaire, il n'est pas utilisé suffisamment. C'est une bonne définition d'un éléphant blanc. Qui paie ? Alors pour la partie qui est payée par l'État ou par la ville de Paris ou de Saint-Denis, c'est évidemment le contribuable qui à la fin du compte paye. Ça, c'est toujours l'histoire des éléphants blancs financés sur fonds publics. L'autre principal site des Jeux Olympiques de 2024 se situerait au cœur de la capitale, à proximité des grands lieux touristiques. Mais le CIO a expressément demandé que les installations soient construites à moindre frais. Fini la folie des grandeurs. L'époque est à la modération budgétaire. Paris affiche sa volonté d'organiser des jeux durables et peu coûteux. C'est la question qu'on s'est posée au moment de savoir si on allait ou pas être candidat. Est-ce qu'on en a les moyens? Quelles sont les règles du jeu? Est-ce qu'on est capable de faire une candidature sobre d'un point de vue budgétaire et environnemental? Et entre-temps, le Comité international olympique a édité son agenda 2020 à horizon 2020 et il attend désormais des villes candidates des projets qui soient sobres et qui notamment fassent le pari, capitalisent sur des équipements qui existent déjà. Dans le programme prévisionnel des Jeux 2024, il y a encore 12 équipements à construire à minima. 12 équipements entre 5 000 et 15 000 places pour accueillir les compétitions de hockey sur gazon. Évidemment, c'est des stades qu'il est très difficile ensuite de rentabiliser. Un stand de tir, c'est aussi un élément qui peut être assez coûteux et qui est obligatoire pour des Jeux Olympiques. Il ne serait pas nécessairement très utilisé. De nouveaux éléphants blancs verront-ils le jour à Paris si la ville décroche l'organisation des Jeux de 2024 ? Connaîtra-t-elle dans 7 ans la malédiction du vainqueur, comme Athènes? Pour l'instant, le budget des Jeux est estimé à seulement 6,2 milliards d'euros. Mais les spécialistes appellent à la prudence. Bon, certes, l'économie grecque est plus petite que l'économie française, mais ça peut être quelque chose de très destructeur pour une économie. Et quand je regarde l'économie française, aujourd'hui, qui a une dette publique qui représente 100% du PIB, je ne peux pas m'empêcher de dresser un parallèle avec l'économie grecque en 2004, qui avait une dette publique de 100% du PIB, qui est passée aujourd'hui à 175%. Donc on est peut-être aujourd'hui dans l'économie française dans une position qui n'est pas si confortable que ça. Il y a beaucoup d'aléas économiques. Quand une puissance économique est consolidée, saine, il est sûr qu'accueillir des Jeux Olympiques est moins dangereux, moins risqué. Quand une puissance économique est un peu plus fragile, les Jeux Olympiques peuvent être un facteur aggravant. Il faut vraiment, je crois, faire sortir de cette idée que les Jeux Olympiques, c'est un grand bénéfice pour l'économie. Ce n'est pas le cas. Je suis sûr qu'à la fin de la 17e Olympiade, Thomas Bach, le président du CIO, essaiera de dire que Rio est une cité merveilleuse et qu'elle a organisé admirablement les JO. C'est le comble du cynisme. Les Jeux ne contribueront en rien au développement de Rio. Le monde a l'image d'une ville et d'un pays au bord de l'abîme. Les Jeux ne favoriseront ni le tourisme, ni les investissements, ni le commerce. À Rio de Janeiro, une trentaine de cours d'eau se jettent dans la baie de Guanabara. 14 millions de personnes vivent dans la région. En 2012, Rio a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pour l'heure, la célèbre baie offre une bien triste image. Le gouvernement appelle ces équipements des éco-barrières. Cela ressemble à une plaisanterie quand on sait que ces barrières soi-disant écologiques ne filtrent même pas les gros déchets. Comment pourrait-elle alors purifier les eaux usées et filtrer les métaux lourds que rejettent les industries?
Ces équipements constituent les seules mesures prises par Rio pour assainir la baie. Des millions ont pourtant été investis dans un vaste programme de dépollution. Il était prévu que 80% de la baie de Guanabara soit dépolluée en prévision des épreuves de sport aquatique. Mais à l'approche des Jeux Olympiques, qui pense encore au sport? C'est la question que se posent les sportifs de haut niveau qui vivent à Curicica, un quartier proche du parc olympique. Ici, comme à Villa Autodromo, beaucoup de familles ont été expulsées et ont vu leurs maisons détruites. La Transolympica, l'autoroute destinée à desservir les différents sites olympiques, a englouti le modeste terrain de sport de l'ancienne école que fréquentaient Gabriela Lima et Carlos Grachet. Tous deux ont été présélectionnés pour les épreuves d'athlétisme des JO. C'est ici, à l'école Silveira Sampaio, qu'ils ont fait leur début. Ils ont participé à un projet social appelé « Bâtir l'avenir », lancé par Paolo Servo, un professeur de sport. Depuis 20 ans, il accueille des enfants des favelas de Rio. Le sport les aide à se construire un avenir. Paolo Servo joue un rôle important dans nos vies. C'est lui qui nous a découverts et c'est grâce à son travail qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Moi aussi, le sport a changé ma vie du point de vue financier. Et ça m'a aussi aidé à changer de comportement. Pour moi, Paolo Servo est comme un père. Oui, c'est vrai. J'ai appris la discipline. Le sport a changé beaucoup de choses. Avant, j'habitais dans une favela, la Cité de Dieu, là-bas. Là-bas, il y a des gangsters et plein de trafic. On s'entraînait ici le matin, sur cette piste. On courait autour du terrain de basket. Et on construisait des tremplins avec de la récup. Avant, on ne savait pas à quoi ressemblait une vraie piste de course. Quand on a découvert l'asphalte, ça a été formidable. On n'avait même pas de vraies chaussures de sport. Quand on voit que maintenant, on va peut-être faire les JO, c'est très gratifiant. Le projet Bâtir l'avenir, qui a démarré dans le quartier de Curicica, est connu dans tout le Brésil. Il a permis de créer une pépinière de sportifs de haut niveau. Chaque matin, les athlètes viennent prendre leur petit déjeuner chez Paolo Servo, où une cuisinière leur prépare les repas. Le secret de la réussite du projet? Repérer les enfants et les adolescents prometteurs, les éloigner de leur environnement familial conflictuel, des trafics de drogue et d'armes, leur assurer une alimentation saine et équilibrée et une liberté d'esprit propice à un entraînement intensif. Les sportifs de haut niveau sont formés sous la houlette du professeur de sport Felipe de Siqueira, assisté de 2 bénévoles. Paolo Servo est actuellement en déplacement à l'étranger. Ici, tous les athlètes sont médaillés. Carlos Grachet, qui a intégré la sélection brésilienne, est champion du monde junior du 400 mètres. Gabriela Lima est championne d'Amérique du Sud de saut de haie. L'an dernier, elle a eu la médaille de bronze au championnat du Brésil. Barbara Leoncio, sprinteuse, a été championne du monde junior en 2007 en République tchèque. Anna Beatriz, sprinteuse, est championne d'Amérique du Sud du 250 et du 300 mètres. Et Gabriel, relayeur, est champion junior du Brésil. Ils ont tous grandi chez nous et nous espérons pouvoir les aider à aller encore plus loin. Mais Rio n'a pas de stade pour ses athlètes. Un comble pour la ville qui accueille les Jeux Olympiques. Seuls ceux qui font partie de la présélection pour la compétition officielle ont la possibilité de s'entraîner sur une piste mise à leur disposition dans un stade de l'armée de l'air à 1 heure de Curicica. Les fonds qu'on recevait du ministère des Sports ont été supprimés à cause de la crise. C'est devenu très difficile d'avoir accès à des financements publics. Il y a 2 mois, on avait encore un bus pour véhiculer les athlètes. Mais on a dû le vendre. Notre sponsor nous donne aussi moins d'argent à cause de la crise. Alors maintenant, on doit aller aux entraînements avec nos propres voitures.
Paolo Cervo paie les frais d'essence. À Rio, le scénario d'Athènes se répète. Les athlètes doivent traverser la ville pour leurs séances d'entraînement, de musculation et de kinésithérapie. Les professeurs de sport ne jouissent pas d'une grande considération au Brésil. On est si peu rémunérés qu'on doit souvent travailler à 3 ou 4 endroits différents pour pouvoir vivre. Et souvent, on aide aussi les athlètes financièrement. Gabriela et ses camarades ne rêvent plus que d'une chose, être sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Pour nous, les Brésiliens, les Jeux Olympiques étaient un rêve au début. Aujourd'hui, ils se sont transformés en cauchemars. En tant que professeur de sport, je suis préoccupé non pas par l'organisation des Jeux, mais par ce qui va nous en rester après. En dépit de leur situation précaire, ces athlètes accomplissent des merveilles, tandis que les dirigeants brésiliens se soucient surtout de présenter au monde une façade séduisante. En fin de compte, est-ce que le pays sortira gagnant ou perdant des JO? Il sera largement gagnant. Il y aura de nouvelles infrastructures, des services publics, des équipements sportifs dans tout le pays. Ça va dynamiser le tourisme et améliorer l'image du Brésil dans le monde. C'est triste. La seule piste qu'on avait a été démolie au moment de la Coupe du Monde. Et ils en ont fait un parking. C'était l'ancien stade Célio de Barros. Ils ont posé un cadenas sans nous en avertir. Notre matériel de sport est resté bloqué à l'intérieur du stade pendant 6 mois. À 2 pas du légendaire Maracana se dressait encore un stade d'athlétisme en 2013. L'investisseur privé qui l'a racheté a fait construire à la place un grand parking où sont parfois organisés des concerts. Seule l'ancienne tribune est encore debout. On nous a jetés dehors comme des malpropres. Ce portail symbolise toute une génération de sportifs de Rio. Tant de personnes ont donné un nouveau départ à leur vie ici. C'est encore plus triste quand on pense que ce sont les premiers Jeux Olympiques jamais organisés en Amérique du Sud. Nous avons accueilli ici tant d'enfants issus de quartiers défavorisés. On est bien desservis par le train et le métro. Les enfants de tous les quartiers peuvent venir facilement au stade. Aujourd'hui, on nous laisse tomber. On est revenu 10 ans en arrière. 800 à 1000 sportifs venaient s'entraîner chaque jour dans ce stade. À 20 km de là, dans le nord de Rio, Edneida Freire poursuit désormais sa mission d'enseignement dans les parcs et les rues, faute de stade. Elle transmet son savoir aux quelques enfants que les parents peuvent accompagner. Un budget de 6,8 milliards est alloué aux Jeux Olympiques. Autant dire qu'il ne reste rien pour les hôpitaux, les écoles et l'athlétisme, le sport des pauvres. Même les enfants le savent. On voit d'autres pays où les écoles ont des équipements sportifs. On n'a pas ça chez nous, au Brésil. On rêve tous de participer aux JO, de gagner des médailles, de devenir célèbre, de passer dans les médias et de marquer l'histoire de l'athlétisme. Paolo Cervo, le fondateur du projet Bâtir l'avenir, a mis gratuitement une maison à la disposition des athlètes. Hommes et femmes logent séparément. Le sprinter Carlos Grachet vit ici depuis ses 9 ans.
Je dors en bas et Gabriel en haut. C'est une chambre confortable. On peut bien se concentrer pour les entraînements. Et Jorge, il dort dans l'autre chambre. Jorge Vidèche est un jeune athlète qui fait partie de la sélection olympique brésilienne. Il a posté sur Facebook des images de son stage d'entraînement aux États-Unis. Paolo Servo l'a accompagné sur place. Jorge est comme Carlos. Ils sont nés dans les favelas. Ils ont souvent failli tomber dans la délinquance. Mais finalement, Jorge a choisi le bon chemin. Et il est prêt de réaliser son rêve, devenir athlète olympique. C'est pour ça que je me suis fait tatouer cette phrase sur le bras. Ne rêve pas ta vie, mais vis ton rêve. C'est très important d'accomplir ses rêves. Les Jeux Olympiques sont un rêve, ou du moins, ils l'ont été. De nos jours, le sport est devenu l'otage de l'argent. Un cirque ambulant où sont toujours présentés les mêmes numéros. C'est pourquoi les experts en économie du sport réclament que le CIO engage des réformes de fond. Cela n'a pas de sens de demander tous les 4 ans à une nouvelle ville pour les JO d'été et pour ceux d'hiver de construire un nouveau site avec des bâtiments grandioses, des infrastructures de transport et de communication. Il faut repenser ce modèle. Ce serait vraiment là peut-être le retour vers l'idéal olympique, le retour vers un idéal de fraternité ou de cohésion entre les différents peuples de la Terre. Là aujourd'hui finalement, cette obsession de vouloir organiser les Jeux Olympiques dans sa ville, c'est en quelque sorte un peu une guerre qui n'est pas très conforme avec l'idée de l'amitié entre les peuples. Si on veut vraiment se débarrasser des éléphants blancs, il faut se demander si le modèle des Jeux de 1896 est toujours pertinent et s'il est indispensable de désigner une nouvelle ville organisatrice tous les 4 ans.